Bonjour à tous, merci d'être présents. On se laisse encore 2 minutes pour attendre les derniers participants. Donc on démarre à 13h02. Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est les tableaux de bord, moyen de pilotage, de communication ou de reporting. C'est la question qu'a essayé de répondre, à laquelle l'association des directeurs de projet a essayé de répondre. Donc, pour présenter, du coup, je vais passer la parole à Jean-Paul pour présenter le PMI. Bonjour à toutes et tous, donc Jean-Paul Acari, donc VP PMI branche Atlantique. Donc je souhaiterais remercier donc chaleureusement donc l'association des directeurs de projet qui via des webinaires partagent de façon régulière les résultats de leurs réflexions. Donc avec la communauté PMI. Donc je remercie par avance nos 3 intervenants de ce jour. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Christophe, je te redonne la main. Très bien, merci. 2 petites infos pour démarrer. Nous invitons à remplir notre enquête. Le lien est indiqué juste au-dessus de la page. Ensuite, la deuxième petite info, c'est que n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On a une personne qui est en charge d'y répondre. Et si on essaiera de prendre des questions à la fin du webinaire, en plus, après, ne soyez pas frustrés si jamais on ne réussit pas à tout répondre. Vous pouvez toujours contacter l'association. On essaiera de faire des retours juste derrière. Et dernière information, pour les codes CPU, ils seront donnés à la fin du webinaire. Alors, petit slide de présentation de l'association des directeurs. Donc, nous sommes une asso qui a été créée en 2020 sur un réseau qui a été initié en 2017. L'idée de cette asso est de travailler sur différentes thématiques qui tournent autour du management de projet. Donc à ce jour, nous sommes une quinzaine d'entreprises avec notamment 4 dossiers guidelines qui ont été produits. N'hésitez pas non plus à aller découvrir nos dossiers guidelines. Donc on en a un premier sur la maîtrise des changements, un deuxième sur l'autorité des chefs de projet, un dossier également sur les retours d'expérience et un dernier sur l'intelligence artificielle dans le management de projet. Donc celui-là, il est à relativiser avec les dernières avancées autour de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est bien les tableaux de bord. L'association est donc en partenariat avec le PMI, mais également avec Casadem. Donc moi, je suis le dirigeant et donc le président de l'association des directeurs de projet. Je vais laisser nos 3 intervenants se présenter et Marie notamment pour commencer. Donc, bonjour à tous, moi c'est Marie Gilbert, je suis PMO au sein de Manitou. J'ai en charge le pilotage, l'animation du portefeuille de projet des
tous les nouveaux développements de produits et également des nouvelles technologies. Je vais laisser la parole à Marie. Merci Marie. Donc Aurélie Martineau, chef de projet chez Sodebo depuis 5 ans, donc en charge du pilotage de projets transverses pour l'entreprise, l'animation de formation à la gestion de projet et l'accompagnement de chefs de projet métier d'un point de vue méthodologique. Alexis, je te laisse la main. Et bonjour à tous, donc moi c'est Alexis Dubouet, je suis responsable de programme chez Sercel à Mantes. Donc, je m'occupe de projets de développement et d'industrialisation de produits électroniques et mécaniques. Et je fais partie de la grande famille PMI puisque je suis certifié PMP depuis 3 ans maintenant. Donc, au programme de ce webinaire, un premier topo sur l'analyse de ce qui est dit dans la culture de manière générale et notamment sur les normes Prince2 et PMI. Un petit focus sur les attentes des différentes parties prenantes autour du tableau de bord. Un point sur notre analyse sur les clés de la construction et comment animer le processus, enfin, le domaine, on va dire l'activité tableau de bord. Et enfin, on a essayé de construire le tableau de bord idéal, on essaiera de vous le présenter. Et pour terminer, on finira avec une partie questions-réponses. Essayer de répondre à vos questions, tout simplement. Alors, concernant l'approche théorique, on s'est penché sur les 2 référentiels sur la gestion de projet, à savoir le PMI et Prince2. Donc, si on regarde la définition que le PMI apporte sur les tableaux de bord, il faut savoir déjà que le tableau de bord s'inscrit dans l'un des 8 domaines de performance qui est issu de la V7 du PMBOK, à savoir donc la mesure. Et donc, ce que nous dit ce domaine de performance concernant les tableaux de bord, déjà, c'est que l'objectif d'un tableau de bord, c'est de présenter les informations. Donc, de les présenter à partir de données compréhensibles pour toutes les parties prenantes du projet. Et également que ces données, elles doivent être représentées sous une forme de diagrammes, de graphiques, d'indicateurs, de KPI. L'objectif est vraiment de montrer la progression et la performance du projet. Le second objectif qui est mis en avant dans le PMI, c'est la partie pilotage et aide à la décision. Donc, comment, en mesurant donc les résultats attendus dans l'environnement du projet, on va mesurer la progression sur différents aspects. Ça peut être le suivi des métriques des livrables, le suivi des délais de livraison, le suivi de la performance comparée à la référence de base. On peut penser par exemple au coût réel comparé au coût prévu ou encore à l'utilisation des ressources comparée à l'utilisation réelle des ressources. Et puis, on peut avoir également le suivi des parties prenantes avec le suivi de l'humeur, le suivi du ressenti de l'équipe. Donc là, c'est vraiment une liste non exhaustive de suivi, il y en a plusieurs. Les principes, en tout cas, qui sont mis en avant, c'est vraiment d'avoir une mise en place d'indicateurs de mesure efficaces, donc SMART, à partir de données fiables, qui vont permettre de suivre vraiment les objectifs du projet. L'un des autres principes, c'est vraiment d'identifier où récupérer les données et identifier les difficultés que peut générer la récupération de certaines données, avec vraiment pour objectif principal la fiabilité des données. Et enfin, un principe où on va essayer de développer l'amélioration autour de ce tableau de bord, de s'améliorer et d'optimiser ainsi l'efficacité du projet et la performance. Si maintenant on s'intéresse à la partie Prince2, alors il faut savoir déjà que le tableau de bord chez Prince2, on va en parler dans l'un des 7 thèmes de Prince2, à savoir celui de la progression. Et dans la progression, donc l'objectif principal, c'est vraiment de définir une méthode. Et en ça, le tableau de bord va aider à définir cette méthode. On va définir ce qu'on veut mesurer, à quelle période, par qui, quel va être l'outil, donc le comment, notre tableau de bord. On va également regarder quels moyens de contrôle on va avoir de cette performance via les coûts, via différents KPI, quels vont être les seuils de tolérance et on va regarder comment être capable de gérer les déviations
Donc, autrement dit, qui va prendre les décisions pour chaque situation. L'un des principes également, après cet axe de contrôle, ça va aussi de définir la communication de ce tableau de bord. Donc, quand, pour qui, pourquoi et comment le communiquer. Si on poursuit, alors, on a voulu compléter cet état de l'art donc via PMI et Prince2. On a posé la question aussi à ChatGPT. On a voulu tester ChatGPT et on lui a demandé ce que devait inclure un tableau de bord selon lui. Et c'est intéressant parce que les réponses apportées par ChatGPT mettent en avant deux aspects qu'on va aborder par la suite, c'est-à-dire qu'un tableau de bord doit inclure une variété d'informations, mais en fonction d'objectifs particuliers. Donc, on a vraiment une prise de recul par rapport aux objectifs du projet et également par rapport aux cibles, aux personnes ciblées par ce tableau de bord. Ce que ChatGPT met en avant, on va le voir par la suite, mais c'est que ça doit inclure des indicateurs, donc des KPI, des graphiques, des tableaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne se concentre pas uniquement sur cette partie-là, mais aussi sur une partie commentaire-analyse, alerte également, et aussi, ce qui est très intéressant, c'est des liens vers d'autres sources de données. Donc, pour pouvoir compléter finalement cette vision-là. Si on poursuit, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est qu'on s'est intéressé également, pour appuyer nos réflexions, on a émis un sondage pour pouvoir analyser les différentes pratiques autour des tableaux de bord. Alors, je vais vous présenter les premiers résultats qui ont été obtenus. Il faut savoir que pour l'instant, on a un retour de 82 personnes. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Et donc, les résultats sont susceptibles d'évoluer, puisque vous allez tous répondre au questionnaire. Mais ça nous donne une bonne indication sur les tendances. Et les premières tendances, déjà, sur l'utilisation d'un tableau de bord, on voit que 63%, c'est le taux de facilité de remplissage d'un tableau de bord. Donc, on est loin des 100% pour cet aspect-là. Et on voit également que seulement, ou en tout cas, il y a un taux de 42% d'automatisation du tableau de bord. Ce qui peut expliquer aussi les difficultés à remplir ce tableau de bord. Si on poursuit, on peut voir que la satisfaction qui est générée au regard de l'effort investi pour la construction d'un tableau de bord, finalement, cette satisfaction, elle est estimée, elle est notée à 3 sur 5. Donc, environ, finalement, 62% donne une note entre 1 et 3. Donc, il y a vraiment un effort qui est important, finalement. Ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est qu'on voit que 50% des personnes interrogées indiquent que leurs indicateurs font débat. Donc là, on met le doigt sur quelque chose qui peut poser souci lorsqu'on génère un tableau de bord. Et enfin, après j'arrête avec nos statistiques. Ce qu'on peut voir, c'est que pourquoi le remplissage est difficile. Les premières raisons invoquées, ça va être les parties prenantes qui ont été peu impliquées et la complexité pour récupérer les données. C'est vraiment deux aspects qui reviennent. La complexité à 37% et les parties prenantes peu impliquées à 32%, et également le volume de la data à 18%. Enfin, le format du tableau de bord, en majorité, on voit que c'est un format statique, voire mixte, à 30%. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on peut aussi mixer avec d'autres typologies de données, et ça, Aurélie en parlera dans la suite du webinaire. Je vais donner la parole à Alexis sur la suite, sur les parties prenantes. Merci Marie. Donc effectivement, je vais vous parler des parties prenantes qui gravitent autour du tableau de bord. Donc on en a identifié 4 principales. Donc, vous avez le chef de projet au milieu, bien sûr. Et autour, on a au-dessus l'équipe projet, donc tous les acteurs du projet.
On a à gauche donc, le sponsor et le COPIL, donc comité de pilotage, et enfin le CODIR, comité de direction. Alors, suivant la taille de l'entreprise, la taille du projet, parfois le COPIL et le CODIR sont deux entités mélangées. Donc, quelles sont les attentes de ces acteurs autour du tableau de bord? Le chef de projet, déjà, donc, comme vous le savez, c'est le chef d'orchestre du projet, de l'équipe projet. Il est garant toujours de la qualité, du coût, du planning, du délai du projet. Lui, sa responsabilité, c'est d'actualiser et de garantir surtout l'actualisation du tableau de bord via les équipes projet. Bon, généralement, les chefs de projet n'aiment pas trop passer beaucoup de temps sur ce tableau de bord, donc ils souhaitent que la mise à jour soit assez simple et ne soit pas chronophage. Ensuite, il y a l'équipe projet. Donc, elle va alimenter le tableau de bord en données. Elle va aussi construire certains indicateurs du tableau de bord. Tout comme le chef de projet, l'équipe projet n'a pas envie non plus de passer beaucoup de temps dans ce tableau de bord. Et son attente principale, c'est que l'équipe projet doit adhérer à ce tableau de bord, c'est-à-dire que l'équipe projet doit adhérer à la pertinence des indicateurs. Ces indicateurs doivent bien sûr avoir un sens pour l'équipe projet, c'est primordial. Ensuite, on a le sponsor ou le COPIL, enfin le comité de pilotage. Lui, sa principale responsabilité, c'est d'arbitrer, notamment. Lui, son attente par rapport au tableau de bord, il y en a plusieurs. D'abord, c'est d'avoir des données fiables, c'est essentiel. C'est de connaître l'avancement du projet par rapport aux objectifs, d'être au courant des retards, mais aussi d'avoir un avis sur l'équipe, c'est-à-dire est-ce que l'équipe est toujours motivée, est-ce qu'elle est bien engagée sur le projet. Et le tableau de bord doit être un outil d'aide à la décision. Enfin, le comité de direction, ou CODIR, donc lui, il a une vision globale de l'entreprise. Il s'assure de l'adéquation du projet avec la stratégie de l'entreprise. Et c'est lui qui alloue le temps et qui alloue le budget au projet. Donc, il a un rôle clé dans le projet. Donc pour lui, le tableau de bord doit lui permettre d'avoir une vision globale et rapide de l'avancement du projet. Et surtout, il doit avoir des informations pertinentes et fiables pour prendre les bonnes décisions. Donc maintenant, on va voir la construction du tableau de bord. Juste avant, je me permets de poser une petite question, petite surprise. Sur le chat, on a une question. On ne parle pas du PMO dans les parties prenantes. Où est-ce que vous mettez le PMO? Alors, effectivement, le PMO, il doit effectivement. Alors, c'est sûr qu'il a un rôle vis-à-vis du projet. Donc, on pourrait le voir soit dans le COPIL, soit dans l'équipe projet. Ça dépend vraiment des organisations des entreprises. Oui, je le mettrais plutôt dans l'équipe projet, mais ça dépend effectivement. Ça dépend vraiment de l'organisation des entreprises à ce niveau-là. Pas dans le CODIR. Ça, c'est sûr. Mais ça dépend vraiment des organisations. Certaines entreprises n'ont pas de PMO. Ok, merci. Je n'hésiterai pas à intervenir hein, si jamais. Donc moi, je vais prendre la parole. Merci Alexis pour parler plutôt de la construction du tableau de bord. Et notamment, on a identifié lors des groupes de travail une certaine dynamique de construction du tableau de bord qu'on a imaginé en 4 phases. Donc la première phase consiste déjà à identifier le besoin, identifier pour quel objectif on a besoin du tableau de bord et surtout pour qui, à qui est-ce que mon tableau de bord va s'adresser. Tous les types de projets ne nécessitant pas d'avoir un tableau de bord puisque en fonction du projet, de sa temporalité, de la typologie, de sa récurrence, du produit, du produit final, du projet, tous les projets n'ont pas besoin d'un tableau de bord. Donc, dans ce cas-là, cette première phase s'arrête à ce moment-là. La deuxième phase qu'on a imaginée, c'est la réunion d'alignement. Donc, cette réunion d'alignement, elle va permettre d'étudier plus en détail le besoin, la typologie de tableau de bord, définir les indicateurs que l'on va souhaiter suivre pour répondre à l'objectif de notre tableau de bord
et pour répondre surtout aux attentes des parties prenantes et du public visé. On y reviendra un peu plus en détail juste après. La troisième phase, c'est le temps de la mise en forme, de la structuration des données pour construire, alimenter le tableau de bord, le façonner et mettre en forme tous les indicateurs. Et enfin, quatrième phase, c'est le déploiement, le suivi, puisque ce tableau de bord, il va falloir le faire vivre, l'actualiser, l'analyser, le faire évoluer, en tirer les enseignements, en tirer d'éventuelles alertes et puis suivre aussi, bien sûr, l'atteinte des objectifs. Alors, si on focus un peu plus spécifiquement sur la réunion d'alignement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le tableau de bord d'un projet, c'est un document de synthèse qui est destiné aux parties prenantes et aux membres de l'équipe projet. Donc, la participation des futurs participants, enfin des futurs utilisateurs, pardon, à la conception du tableau et à la sélection des indicateurs nous paraît primordiale pour s'assurer qu'on fait les bons choix d'indicateurs, qu'on répond bien aux attentes du public visé, et puis pour éviter aussi de faire fausse route et effectivement de se tromper sur les indicateurs, de faire des mauvais choix, de donner beaucoup trop d'informations et de diluer l'information la plus pertinente possible. D'où la nécessité pour nous d'avoir une réunion d'alignement avec les parties prenantes pour ainsi définir les objectifs. Alors, dans cette réunion d'alignement, on va, dans un premier temps, identifier sur quel périmètre on veut suivre le tableau de bord. On va pouvoir suivre le projet dans son ensemble, sur toute sa durée, mais aussi on peut suivre qu'une partie du projet ou qu'une phase ou qu'une partie, enfin une étape du projet, ou encore ne suivre que le produit du projet. Donc ça nous permettra de en définissant en fait le but et l'objectif du tableau de bord, on va réussir à répondre à cette question-là. En tout cas, il faudra se poser la question effectivement de l'utilité du tableau de bord, pour qui et pour quelle utilisation, et notamment savoir dans quel but on va utiliser le tableau de bord. Est-ce que c'est plutôt un but opérationnel, pilotage d'action? Dans ce cas-là, on aura plutôt un ensemble d'indicateurs, d'informations essentielles qui permettront d'avoir une vue d'ensemble, de déceler d'éventuelles perturbations, dérives, etc., et de définir des actions précises. Par contre, si on est sur un tableau de bord plutôt stratégique, on aura une représentation visuelle avec des indicateurs clés qui nous permettront de suivre, de mesurer, de gérer, de piloter la performance du projet et donc de prendre des décisions ou en tout cas des orientations stratégiques. Dans un deuxième temps, pour répondre à tout ça, il va falloir choisir les bons indicateurs. Et l'idée, c'est vraiment de formater, de structurer un ensemble d'indicateurs cohérents, efficaces et orientés vers l'action ou vers la prise de décision. Donc, le choix des indicateurs, il va aussi être conditionné par l'accessibilité des sources de données qui vont alimenter ce tableau de bord. Il faut que ce soit des données qui soient facilement accessibles, facilement restituables, et dont les sources ne devront pas pouvoir être questionnées justement, et les calculs clairs et définis. Donc, les indicateurs, on aura plusieurs types d'indicateurs, hein, les indicateurs quantitatifs qui vont permettre de traduire des faits mesurables par un chiffre, un pourcentage, un budget, un nombre, enfin voilà. Et les indicateurs qualitatifs qui, eux, seront un peu plus, qui impliqueront plutôt des interprétations humaines et qui ne pourront pas être quantifiées, mais qu'on pourra traduire par des pictogrammes, des smileys, du rouge, du vert, voilà, une petite météo. Voilà, ça permettra de traduire plutôt ces indicateurs qualitatifs. Et puis, comme Marie le disait tout à l'heure, les indicateurs peuvent prendre plusieurs formes, à la fois être statiques, donc une photo à un instant T de la situation, avec un historique aussi potentiel, un suivi de tendance. Donc là, ce sera plutôt des indicateurs qui seront alimentés en manuel, mais on peut aussi avoir des indicateurs plutôt dynamiques qui sont mis à jour en permanence et en continu, et avoir bien sûr les deux en fonction aussi de tout ce qu'on veut montrer et voir et mesurer dans notre tableau de bord. Troisième étape, donc l'implémentation et l'actualisation.
Ça va nous aider à définir la fréquence de mise à jour, qu'elle soit journalière, hebdo, mensuelle, etc. Donc, on va s'interroger sur plusieurs points. Déjà, suivant quelle fréquence les changements que je souhaite suivre sont-ils notables? Selon quelle périodicité également l'interprétation est-elle pertinente et permet-elle d'agir? Donc là encore, on aura deux façons de voir selon qu'on veut plutôt un suivi opérationnel. Dans ce cas-là, l'équipe elle aura beaucoup plus besoin de réagir parfois très rapidement et donc à toute dérive et donc d'avoir un plan d'action qui soit ajusté au fur et à mesure. Donc la fréquence sera d'autant plus rapprochée. Et à contrario, pour un pilotage stratégique, prendre des décisions sur des données ou des évolutions hebdomadaires aura beaucoup moins de sens. Donc là, on cherchera plutôt à avoir des tendances, analyser une tendance marquée et donc généralement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et enfin, quatrième point qui sera échangé lors de cette réunion d'alignement, c'est le déploiement et le partage. Donc, ce qui va nous permettre de répondre à la question par quel canal de diffusion je vais diffuser mon tableau de bord. Cette question étant d'ailleurs plutôt très intimement liée au choix du support et au type de destinataire aussi que l'on va viser. Dans ce cas-là, effectivement, on a plusieurs choix, hein. La mise à disposition, elle peut se faire via un répertoire dédié où chacun vient aller consulter le tableau de bord actualisé. Ou alors, on va le pousser, entre guillemets, par mail aux différents destinataires. Ou encore, on pourra avoir aussi une forme de tableau de bord sous format papier, affiché dans une salle dédiée, etc., pour avoir et pouvoir échanger plus directement sur le sujet, en tout cas. Je crois qu'on a un petit résultat de sondage. Oui, on a un petit sondage. Alors, ce qui est intéressant de voir dans notre sondage, on a posé la question justement sur cette réunion d'alignement dont tu viens de nous parler. On est à un tout petit peu plus que la moitié, à 51% qui font cette réunion d'alignement avant de construire leur tableau de bord. Donc, on voit pas une franche majorité, hein, mais une bonne moitié. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le tableau de bord est construit, 68% des personnes qui ont répondu au sondage le construisent avec les parties prenantes. Donc, il y a vraiment une co-construction qui se fait et donc qui correspond bien aux préconisations faites par Aurélie. Donc, après avoir effectivement cette phase d'alignement entre les différentes parties prenantes, il faut construire ce tableau de bord. Et pour ça, nous avons identifié quelques clés de construction qu'on voulait vous partager. Déjà, le tableau de bord doit être visuel. Il doit permettre en un coup d'œil de s'assurer de l'état de santé, ou en tout cas d'identifier l'état de santé du projet. Donc pour cela, il devra être facile à lire et surtout donner envie aussi d'être lu. Donc il devra vraiment être clair. Et c'est un point effectivement, qui est confirmé par le sondage, puisque 84% des répondants estiment effectivement que la mise en forme du tableau de bord est importante. Voilà, est importante. Concernant les indicateurs, le choix des indicateurs, convient d'identifier des indicateurs pertinents, donc en un nombre limité, pour se focaliser sur l'essentiel et surtout ne pas surcharger les tableaux de bord au risque de les rendre illisibles et de perdre l'information clé et pertinente que l'on souhaite suivre. On pourra retrouver des indicateurs fixes qui seront toujours les mêmes en fait tout au long du déroulé du projet ou de la phase observée et qui permettront d'avoir la même visibilité tout au long du projet. On peut même aussi imaginer effectivement des indicateurs fixes qui soient communs à tous les projets d'une entreprise pour qu'on ait vraiment cette même clé de lecture au sein de tous les projets. Et puis on pourra aussi avoir des indicateurs plus spécifiques, alors spécifiques à certaines phases, qui nous permettront effectivement de mieux focuser sur la phase en cours ou sur la réalisation d'une étape. Et dans tous les cas, les indicateurs devront être le plus simple possible d'explication et d'appropriation
pour que, effectivement, toujours en un coup d'œil, hein, les parties prenantes et en tout cas la population cible utilisatrice du tableau de bord n'ait pas à chercher, à comprendre le fonctionnement des indicateurs. On en parlait déjà aussi tout à l'heure, on doit avoir des indicateurs qui soient incontestables, pour lesquels on a vraiment défini de manière transparente le calcul, le périmètre, qui soit simple et compréhensible et qui ne puisse pas être contesté. Et puis idéalement, effectivement, avoir aussi des règles de tenue standard du tableau de bord, notamment des règles typographiques, avoir un code couleur commun, une typographie homogène, afin de garder une certaine cohérence de lecture de tous les éléments du tableau de bord. Donc, toujours la même couleur pour suivre une dérive, pour suivre l'atteinte d'un objectif, pour suivre d'autres informations, une alerte ou autre. Alors justement, tu parles de couleurs de standardisation. J'ai une question de Patrice. Quelles sont les couleurs que vous préconisez? Alors, c'est vrai que sur les couleurs, on va rester... alors, moi, je préconise plutôt des couleurs assez classiques, assez classiquement standards. Voilà. Le vert, le rouge, le jaune, orange, parce que effectivement, ce code couleur, il a l'avantage d'être utilisé globalement par beaucoup d'entreprises et sur beaucoup de projets, même si je conçois qu'on puisse s'en lasser. Mais, donc, ouais, classiquement, toutes les entreprises l'utilisent. Et puis, deuxième... Et la compréhension est assez claire et évidente maintenant. Et puis, oui, ça permet d'avoir une standardisation relativement commune à tous les projets d'une entreprise. Et puis, deuxième point quand même, si on parle aussi des personnes qui ont une perception visuelle, enfin, je pense aux personnes qui sont daltoniennes ou autres. Le daltonisme, c'est de mémoire, hein, ça a été étudié que ces trois couleurs-là, quand même, si elles sont bien contrastées, permettent d'avoir une visibilité quand même pour une meilleure lecture et une distinction suffisante de ces personnes-là. Donc moi, je resterai classique. Le vert, jaune, rouge. Alors, on va revenir à notre petit sondage. Oui, merci Marie. Voilà, Madame Sondage. Donc, le tableau de bord, on a demandé, majoritairement, il est constitué de quoi? Ce qui revient régulièrement le plus, c'est vraiment des indicateurs d'état. Donc, sur l'état d'avancement, l'état de progression, l'état qualité, coût, délai classique. On va avoir également des commentaires. Donc, pour pouvoir commenter certainement ces indicateurs, et des courbes. Finalement, très peu d'autres choses sont sorties et pas d'exemple à proprement parler. Combien d'indicateurs? Par contre, ça c'est intéressant. Tu nous as dit qu'il fallait peu d'indicateurs pour garder une lecture, une bonne lecture. Et là, ce qui ressort, c'est qu'en effet, il fallait avoir une préconisation entre 5 et 7 indicateurs, puisque majoritairement, on est à 44% moins de 5 indicateurs et 25% entre 6 et 7. Donc, on reste vraiment sur cette tendance-là, peu d'indicateurs. Finalement, moins d'indicateurs, moins de débats. Ça peut aider, ça peut aider. Du coup, sur les règles de tenue qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure, le petit sondage aussi montre que 68% des tableaux de bord n'ont pas de mode opératoire défini. Et c'est vrai qu'il nous a paru intéressant quand même de focuser sur cette partie-là et de définir quelques prérequis pour s'assurer effectivement de la pertinence et de la pérennité aussi du document. Le but, c'est de le faire vivre et de bien le faire vivre. Donc, il nous paraissait essentiel de définir notamment une gouvernance. J'entends par gouvernance qui va alimenter les informations, qui va les fournir, quand, qui consolide aussi les données, qui les challenge, qui les relie. Est-ce qu'il y a besoin d'une validation avant de transmettre le tableau de bord? Et puis, qui transmet à qui et quand, à quelle fréquence? Donc, l'idée de cette gouvernance, hein, comme on l'a déjà dit, mais on préconise que l'alimentation de ce tableau de bord soit partagée entre les différents contributeurs pour une meilleure implication de tous, une meilleure visibilité aussi, un meilleur suivi des différentes tendances du projet.
Ce qui est important aussi, c'est de donner du sens, de contextualiser un peu en identifiant et en expliquant via ce tableau de bord d'où on est parti, où on en est et où on veut aller, avec des résultats qui soient clairement posés. Donc ça aidera aussi à la compréhension. Et puis, surtout, de ne pas oublier de challenger aussi les indicateurs et les objectifs aussi qu'on a posés, hein, puisque le contexte du projet, son environnement, les différents aléas, les différents impacts aussi d'autres projets peuvent évoluer et du coup faire aussi évoluer les indicateurs que l'on souhaite suivre, et aussi les objectifs. Donc, pensez à se re-questionner sur la pertinence de ces indicateurs. On peut imaginer aussi de faire des petits retours d'expérience intermédiaires pour se questionner en cours de route sur leur pertinence, questionner aussi effectivement la population cible et les parties prenantes. Est-ce que les indicateurs répondent toujours à leurs besoins ou pas? Alors, quelques petits fondements également. Alors, on va peut-être dire des choses un peu évidentes, mais bon, peut-être de le rappeler que le but, c'est de ne pas adapter son tableau de bord à ce qui nous arrange, hein, en masquant la réalité. C'est vraiment de montrer ce qui se passe réellement et les éventuelles difficultés aussi rencontrées. Et puis, être capable de faire évoluer ces indicateurs pour faire passer des messages. Et voilà, ne pas hésiter en tout cas. Ce qui paraît primordial, c'est que l'équipe adhère aussi au message qu'on souhaite faire passer, hein, et de garder une historisation pour suivre la tendance, l'évolution du projet, d'où on est parti, où on en est, où on va, encore une fois. Puis l'automatisation des indicateurs, oui, mais dans une certaine limite, dans le sens où il faut que ce soit facilement exploitable, que ce ne soit pas une usine à gaz avec des calculs trop complexes qu'on aurait du mal à maintenir, pour garder aussi en fiabilité la fiabilité des données. Et enfin, l'exploitation de nos tableaux de bord. Alors, on se focus là sur deux cas d'usage, hein, le pilotage opérationnel et le pilotage stratégique. Pour un pilotage opérationnel, donc il va s'agir plutôt d'un outil de suivi des actions qui sera partagé plutôt entre le chef de projet et son équipe projet. Toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines en fonction de l'actualité du projet, et qui permettra de faire un état fréquent des actions, de celles qui nécessitent d'être mises en place, etc., et sous quel délai. Et puis pour un pilotage plus stratégique, ce sera plutôt le chef de projet avec son copil ou codir selon les organisations. Et là, on sera plutôt sur un tableau de bord d'aide à la décision et aux arbitrages, qui sera potentiellement revu plutôt de 1 à tous les 3 mois, ou à minima à chaque jalon critique, justement pour faire un état de l'art, un état des lieux, et puis éventuellement prendre les bonnes décisions, les bons arbitrages, et faire évoluer potentiellement la stratégie. Alors, Madame Sondage. On revient au sondage. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir qu'il appuie finalement le propos d'Aurélie. On a posé 2 fois la question, est-ce que le tableau de bord opérationnel, à quelle fréquence le mettez-vous à jour? Et on voit que majoritairement, c'est à la maille hebdomadaire, voire mensuelle. Donc, ça rejoint tout à fait le propos d'Aurélie. Et pour un tableau de bord stratégique, on est plus autour de la maille mensuelle ou trimestrielle. Hebdomadaire, mais vraiment mensuelle, c'est ce qui ressort le plus. Voilà. Donc, le tableau de bord standard ou typique. Donc, on a réalisé plusieurs ateliers au sein de l'association des directeurs de projet et on a partagé nos expériences et on a convergé vers un tableau de bord type que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, il y a un encart avec des informations générales sur le projet, le nom du projet, bien sûr, du chef de projet, du sponsor s'il existe, des indications sur la vision, stratégie ou les objectifs majeurs du projet, et puis la date de mise à jour.
Ensuite, on propose une météo globale du projet, savoir en un coup d'œil la situation du projet. Voilà, si c'est en soleil, tout va bien. S'il y a des nuages, c'est qu'il commence à avoir quelques petites difficultés. On propose également une météo client pour, suivant toujours le type de projet, mais il est important d'avoir la satisfaction, de mesurer la satisfaction du client avec un pictogramme assez simple sous forme de météo. On propose également de noter les dépendances du projet, c'est-à-dire que le projet peut avoir des impacts sur d'autres projets au sein de l'entreprise. Par exemple, le projet B ne peut potentiellement commencer qu'après le projet A. Donc, si le projet A est en retard, ça peut avoir des influences sur le projet B. Donc, c'est important aussi de le mentionner dans ce tableau de bord pour la prise de décision notamment. On retrouve également un encart sur la valeur ajoutée du projet ou les bénéfices attendus. Donc, ça peut être des éléments financiers ou ça peut être tout simplement la plus-value, la valeur ajoutée du projet pour le client. Alors, on propose également des indicateurs, des pictogrammes. Donc, on retrouve le classique QCD, qualité, coût, délai. Donc, ici, on propose un feu rouge simple avec des couleurs que tout le monde connaît, rouge, orange, vert. Et puis un petit pictogramme pour la tendance, savoir si ça va en s'améliorant ou si au contraire ça aura tendance à se dégrader dans les semaines qui suivent. Sur la droite, on propose également deux pictogrammes, enfin deux indicateurs un peu plus sur l'aspect humain du projet. Le premier à droite, c'est la météo d'équipe. Ça permettrait de mesurer l'engagement, la motivation de l'équipe. Et également un indicateur sur l'adhésion au changement, notamment des utilisateurs du projet ou du produit. Je vais faire un petit focus un peu plus détaillé sur ces deux indicateurs juste après. En bas à gauche, on a ce qu'on a appelé les KPI évolutifs, c'est-à-dire qu'en fonction des spécificités du projet, en fonction des phases aussi du projet, on peut retrouver des indicateurs qui vont évoluer. On n'a pas forcément les mêmes indicateurs dans les phases très amont d'un projet de développement, où on va faire des maquettes, des prototypes, et les phases aval, où on s'approche de l'industrialisation et de la sortie du produit pour les clients. Il y a également donc l'instant T, donc les faits marquants depuis la dernière actualisation du tableau de bord, donc les 2-3 faits marquants. On peut également rajouter une photo, ça peut être une photo d'un produit, ça peut être aussi une photo un peu choc, un peu fun, une photo d'équipe, voilà, pour montrer aussi l'engagement des équipes. Un point important également, c'est que dans le tableau de bord, il faut mentionner bien sûr les risques majeurs et les problèmes majeurs, et également les décisions attendues, s'il y en a, pour résoudre ces problèmes essentiellement à destination du codir. Enfin, en bas à droite, il faut aussi, bien sûr, dans les tableaux de bord, mentionner le planning. Donc ici, on propose une feuille de route assez simple avec les jalons passés et puis les jalons futurs, et savoir où se situe le projet à la date d'actualisation du tableau de bord. Alors, j'ai une question. Comment collecter la satisfaction client et à quelle fréquence? Alors, tout dépend du projet, j'ai envie de dire. Collecter la satisfaction client, ça se fait avec des enquêtes, généralement. Après, la fréquence, ça dépend vraiment du produit. Ça peut être un Google Form pour… Oui, ça peut être voilà, comme pour ce webinaire, voilà, un Google Form pour recueillir des informations sur ce que pense le client du projet. Oui, ou selon le public, ça peut être aussi des petites enquêtes papier à mettre dans une urne. Selon si le client est sur place, pas sur place, s'il a accès à l'informatique ou pas. Donner à sa météo en fonction de la proximité du client avec le produit. On peut envisager, oui, un baromètre. Alors, j'ai une question également sur les indicateurs météo et adhésion changement. Ça tombe bien. Ah ben, ça tombe bien, c'est Donc, effectivement, sur la météo d'équipe, comment on fait pour mesurer cette météo d'équipe? Le premier point d'abord, c'est qu'il faut que l'équipe projet adhère à cet indicateur, il faut qu'elle soit partante pour construire cet indicateur.
Pour le mesurer, il faut mettre en place des enquêtes au sein de l'équipe projet à une fréquence à définir. Ça dépend vraiment de la taille du projet et puis les périodes d'actualisation du tableau de bord. Il faut aussi définir des critères de l'attendu de cet indicateur. Qu'est-ce qu'on veut lui faire dire à cet indicateur? Et surtout, il faut qu'il soit pertinent et qu'il permette d'aider à la prise de décision. C'est-à-dire que si l'indicateur dérive, il faut qu'on puisse mettre en place des actions derrière, sinon l'indicateur n'est plus pertinent. Et donc, voilà, je parlais également tout à l'heure d'un indicateur sur mesurer la conduite du changement. Cet indicateur, il est essentiellement destiné aux utilisateurs du produit ou du projet. Et il permet de mesurer en fait l'adhésion des utilisateurs au produit. Et cet indicateur permet aussi de dégager des actions, notamment ça peut être des actions de formation. Si on voit que l'indicateur dérive, peut-être qu'il y a un problème de formation tout simplement des utilisateurs, ou ça peut être également un problème de communication, mieux communiquer sur le produit, son utilisation, etc. Ok, j'ai une question sur le management visuel. Faut-il afficher le tableau de bord? Question piège. Question piège, Ça dépend vraiment pas, ça dépend. Voilà. À qui s'adresse. Si on est sur un tableau de bord stratégique, il y a peut-être des indicateurs sur lesquels on ne va pas vouloir communiquer à tout le monde. En revanche, pour une équipe projet, si l'équipe projet est localisée au même endroit, au contraire, il faut pas hésiter à s'appuyer sur ce management visuel. Il peut y avoir des informations confidentielles. C'est pour ça que pour le budget, par exemple, on propose plutôt juste un pictogramme rouge. Et pas de données précises. Données chiffrées de budget. Merci. Petite conclusion? Petite conclusion. Alors, ce qu'il faut retenir finalement de la démarche, vraiment de pourquoi construire nos tableaux de bord et comment, c'est de garder à l'esprit la valeur qu'on attend de ce tableau de bord. Donc, c'est d'abord d'accéder simplement à des données clés à un moment approprié, d'avoir un aspect synthétique, visuel de la situation du projet. Donc, comme on disait, pas beaucoup d'indicateurs pour pouvoir se concentrer sur le message à faire passer. Pouvoir partager quand même les tendances, les situations problématiques, les écarts qui vont être observés. L'objectif est vraiment de permettre une prise de décision et de mettre en place des actions correctives nécessaires. Également, ne pas oublier que notre tableau de bord, il permet aussi de mobiliser les parties prenantes autour du projet et vers les objectifs du projet. Ensuite, quelles vont être les clés de la réussite d'un tableau de bord? Ça va être, la participation des futurs utilisateurs à la conception du tableau de bord et aussi également leur participation à la sélection des indicateurs. Donc, vraiment, pour qu'ils soient acceptés, il est vraiment important de les impliquer dès la création, comme ça a pu être mentionné par Aurélie et Lucie. Également un nombre limité de mesures et des résultats incontestables. Donc là, on va vraiment être sur une définition transparente, simple, compréhensible du périmètre, pas d'usine à gaz, comme déjà mentionné. On va aller vers des indicateurs qui permettent vraiment l'action. Donc, il faut qu'il y ait un niveau de détail suffisamment précis qui puisse permettre d'agir. Des sources de données accessibles donc, pour le calcul. Et puis, enfin, une gouvernance et une animation claire. Donc, il faut vraiment que ce soit diffusé aux acteurs concernés en fonction d'une fréquence bien déterminée. Voilà, ce serait, selon nous, les clés de la réussite pour bien construire un tableau de bord. Voilà. Ok, merci. Alors, on a encore 2-3 questions. On a une question de Flavie. On parle de plus en plus d'OKR. Comment vous les intégrez dans cette démarche? Je peux répondre. Ouais. Les OKR, donc c'est une tendance qui a quelques temps déjà maintenant, c'est ce qu'on appelle les Objectives and Key Results. En fait, les OKR, contrairement aux KPI, ils vont être plus sur des objectifs ambitieux, sur du qualitatif. Là où on va être plus sur du quantifiable avec des KPI et sur des objectifs réalistes, atteignables. Là, on est plus sur
une stratégie au global avec les OKR. Et donc, ça va plutôt être un outil de motivation qui va vraiment être plus audacieux, qui va vraiment encourager les équipes. Là où le KPI va vraiment convenir à des projets en cours de réalisation et au suivi. Voilà, donc les deux sont à intégrer dans un tableau de bord. Il ne faut pas négliger les OKR, au contraire, puisqu'il y a un aspect encouragement des équipes qui peut être vraiment intéressant. Okay. Une autre question de Laurent. Je travaille en mode agile, je ne m'y retrouve pas dans votre présentation. Faut-il avoir un tableau de bord spécifique dans mon cas? Alors, je vais me permettre de répondre. Le tableau de bord qu'on vous a présenté, il s'applique aussi sur les projets agiles. Même dans les projets agiles, on a besoin d'une roadmap, on peut évaluer des risques, on peut avoir une météo globale du projet. Et tout ce type d'indicateur s'applique aussi sur les projets agiles. Par contre, dans le petit encart qu'on vous a présenté en bas à gauche sur les KPI évolutifs, c'est là-dedans on va pouvoir retrouver des KPI vraiment spécifiques à l'agilité. Je pense par exemple à la mesure de la vélocité de l'équipe ou des KPI de ce genre-là. Donc oui, ce tableau de bord s'applique aussi au projet agile. Okay. Oui, après, il faudra jouer sur la fréquence de revue du tableau de bord pour justement s'adapter à ce mode agile. Mais... Okay. On a pas mal de questions qui s'accumulent, donc je vais essayer d'aller vite. Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques pour déployer vos tableaux de bord? C'est une bonne question. Oui. Nous, on utilise. Alors, on a des projets qui sont électroniques, mécaniques et informatiques aussi, donc on utilise Jira essentiellement pour piloter les projets informatiques et sortir des indicateurs un peu plus automatisés. Après, pour les indicateurs de coût, délai, souvent c'est du Excel. Je peux dire ton nom. Il n'y a pas 36 000 outils de toute façon. Ouais. Ou alors une petite moulinette Power BI aussi. On est beaucoup sur Power BI. Oui, dans tous les cas, on vient consolider la donnée effectivement dans un support PowerPoint. Autre question, un tableau de bord. Alors c'est une question qui était plusieurs fois posée au sein de l'assaut. Un tableau de bord, c'est une page, c'est 2 pages, 3 pages. C'est combien de pages un tableau de bord parfait pour vous? Pour moi, ça devrait être une page. Oui, moi aussi. En fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il fallait être synthétique, avoir un accès à la donnée assez clair pour ne pas se perdre. Donc pour moi, dès qu'on est sur du 3 pages, en fait, il y a déjà trop de données. On va peut-être trop dans l'explication ou dans le détail. Justement, faire ressortir un indicateur clé qui va expliquer potentiellement tous ces deuxième et troisième pages. Une dernière question. Je le théâtralise un peu, mais vraiment, votre histoire, c'est bien, mais ma direction m'impose un tableau de bord. Est-ce pareil partout? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est intéressant, Madame Sondage. On a posé cette question aussi. Pour l'instant, on a eu un retour. C'est pas une majorité, mais on sait qu'il y a 27% des répondants qui ont dit que leur tableau de bord était imposé. Ça peut être intéressant, c'est pas inintéressant finalement d'imposer un cadre pour pouvoir standardiser. Ça dépend vraiment de la cible. Cette standardisation, elle peut être intéressante pour la partie stratégique, pour la direction. S'ils ont plusieurs tableaux de bord à chaque fois par projet, avoir des indicateurs récurrents finalement qui vont pouvoir tout de suite savoir ce que c'est, à quoi ça correspond et comment l'interpréter, ça peut avoir son intérêt. Après, ça dépend vraiment de notre cible, encore une fois. Pour l'équipe projet, je ne suis pas sûre d'avoir toujours les mêmes indicateurs. C'est pas forcément... j'adapterai en tout cas en fonction du projet. Je pense qu'on peut faire le lien avec les indicateurs fixes qu'on identifiait tout à l'heure, qui peuvent être effectivement communs à plusieurs typologies de projets et aux différents projets d'une entreprise. Je pense surtout coût, qualité, délai, météo d'équipe, météo générale, etc., qui peuvent être vraiment un tronc commun à tous les projets d'une même entreprise. Et après, le spécifique, il va plus effectivement s'adapter au projet en lui-même, mais moi, je verrais bien ces indicateurs fixes-là pour chaque projet. Oui, moi je suis entièrement d'accord. Enfin, moi je pense qu'il faut effectivement une trame commune, surtout dans les grosses structures où il y a beaucoup de projets.
Et voilà, pour une personne qui passe d'un projet A à un projet B, c'est quand même bien de retrouver une trame commune. Ok, bah écoutez, super. Merci à tous les trois pour ces témoignages et ces retours d'expérience. Merci. On vous invite du coup à ne pas hésiter à aller voir notre site internet pour récupérer déjà les précédents dossiers guidelines. On mettra ce webinaire en ligne et cette présentation également à disposition. Le code CPU est là. N'hésitez pas à suivre les prochaines conférences, les prochains webinaires du PMI. Et puis, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi à tous. Merci. Merci bonne à journée. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Tu fermes. Ferme tout. Quitter, terminer le webinaire pour tout.